Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter la fonction acquérir de la chaîne d'information. Donc, comme on a déjà vu, donc la chaîne fonctionnelle, dans une chaîne fonctionnelle, on distingue deux chaînes, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. La chaîne d'information, elle permet au système de décider quelle information donner à l'utilisateur et quelle action transmettre à la chaîne d'énergie en fonction des informations bien sûr reçues. La chaîne d'énergie. Donc la chaîne d'énergie, à partir des signaux, donc on parle ici des ordres, des signaux reçus par la chaîne d'information, elle transforme l'énergie pour exécuter les actions voulues. C'est pour agir sur la matière d'œuvre. Introduction. Donc, en présence d'énergie, pour agir correctement sur la matière d'œuvre, un système automatisé, bien sûr, a besoin de recueillir les informations sur l'état de la partie opérative pour gérer les actions à mettre en place. Donc ici, la partie opérative communique à la partie commande des informations sur l'état du système ou de son environnement. Par exemple, porte ouverte ou fermée. La partie commande envoie des ordres à la partie opérative en fonction des informations reçues et d'un programme préétabli. Et envoie aussi des messages vers l'opérateur. Donc la chaîne d'information peut être modélisée par les fonctions génériques suivantes. Donc on a trois fonctions génériques. Première fonction, c'est la fonction acquérir. Deuxième fonction, traiter. Troisième fonction, communiquer. Donc premièrement, il faut acquérir l'information, traiter, communiquer, afin d'envoyer des messages et des ordres. Acquérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire saisir, puis conditionner une information ou une grandeur physique, ou une grandeur électrique. Par une grandeur électrique, donc un signal. Donc l'élément qui va faire cette fonction, c'est le capteur. L'actigramme A-0. Donc le capteur, c'est le système. Donc sa fonction globale, c'est de acquérir des informations ou des grandeurs physiques telles que la position, la vitesse, température, pression, poids, accélération, etc. Donc la matière d'œuvre sortante, c'est un signal. Donc on voit que c'est un signal de sortie, donc, qui peut être de type logique, analogique ou numérique. Les capteurs. Donc, un capteur est un appareil donc destiné, donc sa fonction c'est de transformer, donc destiné à transformer une grandeur physique mesurable telle que vitesse, pression, lumière, température en un signal électrique. Donc, un signal électrique de nature logique, analogique ou numérique. Donc la classification de point de vue signal de sortie, on peut classer les capteurs en trois catégories. Capteur logique TOR, donc tout ou rien, ou capteur analogique et capteur numérique. Premièrement, capteur logique
TOR, ça veut dire tout ou rien. Donc ici, le signal de sortie est un état logique en note 0, 1, tout ou rien. On parle alors de détecteur. Donc le signal des capteurs logiques peut être de type. Mais ça veut dire quoi cette phrase? Donc l'information qui peut prendre, donc ici l'information peut prendre deux états seulement. Si on parle de l'information de sortie. Donc l'information peut prendre deux états seulement, vrai ou faux. À titre d'exemple, 0 ou 1. Donc le signal des capteurs logiques peut être de type donc, courant. Donc courant, ça veut dire présent ou absent dans un circuit, bien sûr. Potentiel, souvent 5 volts ou 0 volts. Une diode électroluminescente qui peut être allumée ou éteinte. Signal pneumatique, donc on parle ici de pression normale ou forte pression. Donc, comme vous voyez ici, on a un signal logique. Donc, 1, 0. Capteur analogique. Donc, l'information peut prendre toutes les valeurs possibles entre deux valeurs limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information peut évoluer de façon continue dans le temps. On parle alors d'un capteur analogique. Exemple d'un capteur analogique, capteur de température, donc thermocouple. Capteur numérique. Donc ce signal est une combinaison d'états logiques. Ça veut dire quoi? Donc l'information qui peut prendre ici l'information ici peut prendre un certain nombre de valeurs limitées. Ces valeurs sont codées sous forme d'informations logiques. Donc ici on parle d'un codeur, capteur numérique ou codeur. Donc la fonction n'est pas linéaire. La précision obtenue dépend de la résolution du capteur. Voici un exemple d'un signal numérique. Donc, caractéristiques des capteurs. Donc, la résolution, précision, sensibilité, étendue de mesure, rapidité et linéarité. Les capteurs. Les capteurs tout ou rien, où on parle des détecteurs, sont classés en deux grandes familles. Donc les détecteurs de position ou bien interrupteurs de fin de course. Donc la détection se fait par contact avec un solide ou mouvement. Deuxième type, les détecteurs de proximité. Ici, la détection se fait sans contact, donc se fait à distance. Donc, ça veut dire quoi? Pas d'effort sur le capteur. Donc, pas d'usure, par frottement. Les détecteurs de position ou bien interrupteurs de fin de course. Donc, principe, la détection est réalisée lorsque l'objet a détecté en contact avec la tête de commande. Comme on a déjà dit, la détection se fait par contact avec un solide en mouvement, donc qui ferme un interrupteur, pour fermer le circuit de l'énergie. Schéma. Voici le schéma général
d'un détecteur de position ou bien interrupteur de fin de course. L'utilisation. Donc, détection de tout objet solide. La détection des pièces machines, donc un butée, pignon, la détection directe d'objets. Organe de commande. Donc, pour commander ces capteurs, donc l'organe numéro 1, donc capteur rectiligne à poussoir. Donc, voici le schéma. Capteur rectiligne à poussoir à galet. Vous voyez ici, poussoir à galet. Si on a schéma. Capteur angulaire à levier à galet. Levier à galet. Capteur à tige souple à ressort. Donc voici quelques animations des capteurs. Donc ici on a donc un capteur qui délivre des informations 0 ou 1. Donc si la pièce, si le capteur détecte le passage d'un carton, il envoie une information 1. Donc ici on a détection de passage d'un flacon. Les détecteurs de proximité. Donc ici, comme j'ai déjà dit, la détection se fait à distance. Donc pas d'effort sur le capteur. Ça veut dire quoi? Pas d'usure, pas frottement. Donc détecteur de proximité inductif. Donc principe. Lorsqu'un objet métallique pénètre dans la zone de détection du détecteur, elle est le siège de courant induit qui modifie l'amplitude des oscillations d'un oscillateur LC. Cette modification entraîne le changement du signal de sortie. Donc, voici un détecteur de proximité inductif. Si on a le corps, ici on a face active. Schéma. C'est le schéma d'un détecteur de proximité inductif. Donc, comme vous voyez ici, on a un objet métallique, donc pénètre dans la zone de détection du détecteur. Donc, elle est le siège de courant induit qui modifie l'amplitude des oscillations d'un oscillateur SC. Cette modification entraîne un changement de signal de sortie. Donc, utilisation. Donc, signal de position finale dans les conditions dangereuses, telles que la manutention, le convoyage, l'assemblage, mais peut servir aussi de générateur d'impulsion pour la détection de vitesse de rotation.
Donc, on peut l'utiliser pour détecter la présence ou l'absence d'un objet, surtout les objets fragiles. Aussi pour le comptage de présence d'objets métalliques. Donc, ce détecteur détecte la présence d'un objet métallique. Donc, détecteur de proximité capacitif. Principe. Donc, la surface active de ce détecteur est constituée de deux électrodes métalliques disposés de manière concentrique et ayant une certaine capacité. Lorsqu'un objet métallique ou non, donc ici l'objet peut être métallique ou non, pénètre dans la zone de détection, cette capacité est modifiée, ce qui entraîne un signal de sortie du capteur. Donc ces détecteurs de proximité capacitifs permettent de détecter sans contact bien sûr des objets de toute nature, conducteurs ou non conducteurs, tels que métaux, minéraux, bois, plastique et ainsi de suite, etc. Donc voici un exemple d'un détecteur de proximité capacitif. Le schéma, vous voyez, utilisation. Donc l'utilisation, contrôle de remplissage dans des flacons ou des cuves, présence de matériaux pulvérulents, donc dans des trémies. Donc ces détecteurs de proximité capacitive permettent de détecter aussi la présence ou l'absence d'un objet, les objets aussi fragiles et les objets liquides. Détecteur de proximité magnétique. Donc, principe appelé aussi un interrupteur à lame souple, ILS. Donc, ILS, ça veut dire interrupteur à lame souple. Il permet de détecter tous les métaux magnétiques. Donc ici, les métaux magnétiques. En présence d'un champ magnétique, le contact est fermé. En son absence, le contact est ouvert. Donc, voici le schéma. Donc, le schéma de détecteur de proximité magnétique. Donc, vous voyez ici, ce détecteur de proximité magnétique est constitué d'un boîtier à l'intérieur duquel est placé un contact électrique métallique souple, sensible au champ magnétique. Sensible au champ magnétique. Donc lorsque le champ est dirigé vers la face sensible du capteur, le contact se ferme. Ici on a aimant permanent. Donc, lorsque le champ est dirigé vers la face sensible, le contact se ferme. Donc l'information de sortie de ce type de capteur est de type logique, bien sûr. Donc utilisation, donc détection de fermeture de porte
ou fenêtre. Donc, bien sûr, détection de la position d'un vérin sur les systèmes automatisés. Donc, ce type de capteur est très utilisé pour contrôler, bien sûr, pour contrôler la position d'un vérin. Comme vous voyez ici, on a un interrupteur à lame souple. Donc, ici, le corps du vérin. Si on a le piston qui contient un aimant permanent. Donc, lorsque le champ est dirigé, donc ici on a un contact électrique qui est actionné parce que le champ magnétique est dirigé vers la face sensible du capteur. Donc le contact se ferme. Donc détecteur de proximité photoélectrique. Donc principe, il se compose d'un émetteur de lumière infrarouge. Donc en général ce sont des diodes électroluminescentes. Donc, ce sont des émetteurs de lumière infrarouge modulés associés à un récepteur. Un récepteur c'est un phototransistor récepteur. La détection d'un objet se fait par coupure ou variation du faisceau lumineux. Donc voici le schéma d'un capteur ou un détecteur de proximité photoélectrique. Donc et ça c'est le symbole général d'un détecteur de proximité. Ici on a une diode électroluminescente et ici on a phototransistor comme récepteur. Donc on a trois systèmes ou trois types de détecteurs de proximité photoélectrique. Système barrage, donc qui contient deux boîtiers. Donc portée 30 mètres, donc entre l'émetteur et maximum 30 mètres entre l'émetteur et le récepteur. Donc ne détecte pas les objets transparents. Donc ce type de système barrage est composé d'un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible. Donc émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible. Les deux composants sont indépendants. Donc les deux composants sont indépendants et placés l'un en face de l'autre. Donc comme vous voyez ici, la présence d'un objet dans le champ du capteur interrompt le faisceau lumineux et le récepteur délivre alors un signal logique. Donc système réflexe. Deuxième type, système réflexe. Il est composé d'un émetteur bien sûr. Donc il est composé, comme j'ai dit, d'un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible. Donc portée 15 mètres.
pas d'objet transparent et réfléchissant. Donc, ne détecte pas les objets transparents et réfléchissants. Donc, voici le schéma. Comme j'ai déjà dit, composé d'un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible, les deux composants sont placés dans le même boîtier. Donc, les deux composants sont placés dans le même boîtier. Et c'est un réflecteur qui renvoie le faisceau lumineux vers le récepteur. Donc ici on a émetteur et ici on a un récepteur. Donc comme vous voyez ici, donc la présence d'un objet dans le champ du capteur interrompt le faisceau lumineux, et le récepteur délivre un signal. Alors on parle d'un signal qui est logique. Et enfin, système de proximité. Voici le schéma. Donc, portée dépend de la couleur de l'objet. Donc, pas d'objet transparent. Ne détecte pas les objets transparents. Donc, il est composé d'un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible, bien sûr. Les deux composants sont placés dans le même boîtier. Et c'est l'objet à détecter qui renvoie le faisceau lumineux vers le récepteur. Donc, vous voyez ici la présence d'un objet suffisamment réfléchissant. Donc, l'objet doit être réfléchissant. Il réfléchit, bien sûr, la lumière. Dans le champ du capteur réfléchit, le faisceau lumineux et le récepteur délivre alors un signal logique. Les capteurs analogiques. Donc, capteur de pression et dépression. Donc, pressostat ou vacuostat. Donc, ce sont des capteurs. Pour fonction de contrôler ou de réguler une pression, donc pressostat, ou une dépression, vacuostat, dans un circuit pneumatique ou hydraulique. Donc le vacuostat ou contact à vide est un capteur qui détecte la présence d'une dépression dans une installation. L'information de sortie de ce type de capteur est de type analogique. Le capteur de température thermocouple donc est là pour fonction de contrôler ou de réguler une température. Voici un exemple d'un thermocouple. L'information de sortie de capteur est du type analogique. Capteur de vitesse de vent, anémomètre. Donc, il a pour fonction de mesurer la vitesse du vent. L'information de sortie de capteur est du type analogique. Capteur solaire. Il a pour fonction de mesurer la luminosité. L'information de sortie est de type analogique. Capteur de vitesse, donc on parle d'un tachymètre. Un tachymètre délivre une tension qui est proportionnelle à la vitesse de rotation de la génératrice. Son principal domaine d'application se situe dans la régulation de vitesse d'un moteur électrique. Donc les capteurs numériques.
capteurs. Donc, en général, ils sont constitués d'un disque, comme vous voyez ici, d'un disque comportant des zones opaques et des zones translucides. Des diodes électroluminescentes émettant une lumière qui peut traverser les zones transparentes. Donc, il peut traverser les zones transparentes. Des phototransistors, où on parle des capteurs photoélectriques, des phototransistors situés de l'autre côté du disque en regard des LED. Captent cette lumière lorsqu'ils sont face à une ouverture et délivrent un signal électrique. Donc, il existe deux principaux types de codeurs optiques ou de capteurs numériques. On parle de codeurs ou capteurs, donc de codeurs optiques. Et voici une animation qui explique le principe de fonctionnement d'un codeur optique. Ici, on a un émetteur et aussi on a un détecteur. Donc le signal de sortie, c'est un signal qui est numérique. Donc les codeurs numériques. Donc la sortie est une séquence d'états logiques et en se forme un nombre. La sortie peut prendre une infinité de valeurs discrètes. Le signal des capteurs numériques peut être de type train d'impulsion, avec un nombre précis d'impulsions ou avec une fréquence précise. Donc ici on parle d'un codeur incrémental. Deuxième type, code numérique binaire. Donc ici on parle d'un codeur numérique. C'est pas un codeur numérique, c'est un codeur numérique, mais c'est un deuxième type, c'est codeur absolu. Capteur de position incrémental. Donc appelé aussi un codeur optique incrémental. Ce codeur délivre une information de déplacement angulaire du disque sous la forme d'un nombre d'impulsions proportionnel à l'angle de rotation effectué. Donc, au maximum, le disque comporte 3 pistes. Donc, le nombre de ces impulsions permet de déduire le déplacement et la vitesse qui est proportionnelle, bien sûr, la vitesse qui est proportionnelle à la fréquence de ce signal. Donc voici ici on a un exemple d'un codeur. Donc le codeur optique incrémental suivant est composé d'un disque, comme vous voyez ici, d'un disque nommé 1, disque 1, qui comporte deux pistes, piste 1 et piste 2. Piste 1, donc deux pistes, piste A, piste. Donc la piste A qui est divisée en n intervalles. Donc ici on a n intervalles. Donc piste A divisée en n intervalles, donc n points.
équidistant et alternativement opaque et transparent. Donc ici, transparent, opaque, transparent, opaque, transparent, opaque. Des diodes 2, 3, 2 et 3, placés sur la piste A, appelée aussi voie A, mais décalés l'un par rapport à l'autre de 1/4 de largeur de fente. Donc fente ici, fente. Donc sont décalés de 1/4. Ces faisceaux lumineux sont décalés de 1/4. Donc ainsi, les signaux émis sont décalés dans le temps. Bien sûr, ici on a une photodiode une photodiode, ce sont des photodiodes. Donc, comme vous savez, une photodiode, c'est un composant semi-conducteur ayant la capacité de capter un rayonnement. Photodiode ayant la capacité de capter un rayonnement du domaine optique, bien sûr, et de le transformer en un signal électrique. Donc, une photodiode 4 placée sur la piste B délivre un signal pour chaque tour du disque. Donc, photodiode 4 délivre un signal pour chaque tour du disque. Donc ici, pour un tour complet du codeur, le faisceau lumineux est interrompu. Donc ici, comme vous voyez ici, pour un tour complet, bien sûr, du codeur ou du disque, donc le faisceau lumineux est interrompu. Donc ces faisceaux lumineux 2, 3 sont interrompus n fois. Donc délivre n signaux carrés. Donc à la sortie, on va avoir 3 signaux rectangulaires. Signaux 2, 3 et 4. Donc signal de sortie à franc montant. Ça veut dire quoi franc montant? Donc signal de l'émetteur 2. Donc franc montant, c'est le passage de l'état bas du signal à l'état haut. C'est le passage de l'état bas à l'état haut. Franc descendant, c'est le passage de l'état haut du signal à l'état bas. Donc ici on a franc montant, et ainsi de suite. Donc signal de l'émetteur 3, un signal carré. Donc ici on a des francs montants. Signal de l'émetteur 4, franc montant. Donc pour déterminer le sens de rotation d'un codeur incrémental, il faut comparer les francs montants ou descendants des signaux de sortie de détecteurs photoélectriques. Donc sens numéro 1, si le signal de l'émetteur 2 passe à 1 et celui de l'émetteur 3 est à 0, donc ici, comme vous voyez ici, le signal de l'émetteur 2 passe à 1, donc franc montant, où on parle de franc montant de la voie 1, de la voie 2, franc montant de la voie 2, se présente avant celui de la voie 3. Donc franc montant de la voie 2 se présente avant
celui de la voie 3. Sens 2, si le signal de l'émetteur 2 passe à 1, celui de l'émetteur 3 est à 1 aussi. Donc, passe à 1, l'émetteur 2 remontant passe à 1, et le signal de l'émetteur 3 est déjà à 1. Ou le front montant de la voie 3 se présente avant celui de la voie 2. Donc la voie 3 se présente avant celui de la voie 2. Donc, sens numéro 2, sens de rotation 2. La résolution d'un codeur. Donc la résolution d'un codeur, c'est le nombre de points par tour d'un codeur. Donc c'est le nombre de points du codeur par tour. Donc ça peut être nombre de points par tour, donc NP égale nombre de points par tour, ou nombre de périodes par tour, ou nombre d'impulsions par tour. La précision linéaire ou il y a aussi la précision angulaire. Donc la précision correspond toujours à un point du codeur. Donc pour calculer la précision, on a la relation suivante. Donc NP égale K fois P divisé par delta X. Et pour calculer la précision angulaire, on a la relation suivante. Donc NP égale K fois 360 divisé par delta θ. Donc K, c'est le rapport de réduction entre l'axe du système, c'est entre l'axe du système et l'axe du codeur. Donc l'axe du système et l'axe du codeur. P, c'est la conversion du mouvement. Donc ça peut être le pas, P égale pas, ou le périmètre, donc P égale pi fois D ou 2πr. Donc pour calculer la vitesse de rotation n, donc comme j'ai déjà dit, la fréquence du signal bien sûr est proportionnelle à la vitesse de déplacement. Donc on a la relation suivante, donc n, la vitesse de rotation, égale 60 fois f, c'est la fréquence, divisé par np, donc en tours par minute. Donc f, c'est la fréquence du signal carré délivré par le codeur en Hertz. Donc pour un codeur de position absolue, voici ici un exemple. Donc chaque position du disque correspond à un code numérique, c'est-à-dire une valeur numérique codée en binaire sur n bits. Donc le disque comporte n pistes, donc piste numéro 1 par exemple, piste 2, 3, 4 et 5. Donc ici on a 5 pistes. La première piste MSP au bit de poids fort. Donc elle est là, bit de poids fort. La piste extérieure est la piste LSB, bit de poids faible. Donc en général, elle donne la précision de la mesure ou la résolution. Donc pour calculer la résolution d'un codeur absolu, donc on a la relation suivante. Donc NP égale 2 à la puissance n points par tour. Donc n, c'est le nombre de pistes. Et pour calculer la précision angulaire, on a la relation suivante. Donc θ égale 360 divisé par 2 à la puissance n, donc en degrés.
en degrés. Donc voici une simulation. Donc chaque position me donne un code binaire